Bonjour et bienvenue sur Sortie de cadre, le podcast qui vous aide dans votre cheminement intérieur. Je suis Sarah et il y a 10 ans, j'ai entrepris un profond travail personnel qui m'a permis de complètement transformer ma vie. Depuis, je ne cesse de cheminer grâce à des techniques de développement personnel et spirituel. Je suis également coach et praticienne en EFT, en logosynthèse, TAT et bien d'autres techniques énergétiques. Un jeudi sur deux, vous retrouverez un nouvel épisode soit en solo, soit en interview. Merci d'avance pour votre fidèle écoute. Donc, bienvenue et bonjour Diane. Merci de ta présence sur ce podcast Sortie de cadre. Donc, la saison 2 où on parle spécifiquement de connaissance de soi. Et ça me semblait important de parler du rôle du corps dans tout ça parce que je pense que le corps a de plus en plus sa place et de plus en plus important actuellement avec toutes les énergies qui sont là, qui augmentent et le corps qui doit bien être ancré pour faire passer ces énergies, qui a vraiment toute son importance. Et donc, voilà, je voulais pas aborder ce sujet avec toi. Donc, tu es prof de Pilates. Tu as donné 2 ateliers dans le réseau d'entrepreneurs dans lequel on fait toutes les 2 parties, donc les constellations créatives, qui réouvrent ses portes très bientôt. Et tu as donné 2 ateliers sur le thème du corps qui a apparemment été très bien reçu. Donc, c'est pour ça que je t'ai invitée pour parler du corps aujourd'hui dans ce podcast. Et je vais te laisser te présenter parce que comme je le disais avant, j'ai fait 2-3 fois présenter les personnes, mais c'est vrai que j'aime mieux quand les personnes se présentent elles-mêmes parce qu'on sent mieux leur énergie. Et voilà, donc je te laisse te présenter à ta façon, avec ce que tu as envie de nous dire. Ok, bonjour à tous, bonjour Sarah. Alors, pour me présenter, j'ai toujours du mal à me présenter. Mais prof de Pilates, c'est pratique parce que c'est une étiquette et puis les gens repèrent. Donc, on va dire ça, je suis prof de Pilates. Je suis quelqu'un qui aime énormément travailler avec le corps, qui qui a découvert son corps pour se sortir, se guérir d'une dépression en fait, qui a découvert le Pilates aussi comme ça. Et moi, dans mon parcours, en fait, le corps a été la voie d'accès à mes émotions, à des choses refoulées, à beaucoup de blocages. Et du coup, je travaille comme ça dans mon quotidien. Pour moi, le corps est la voie vers une meilleure connaissance de soi. C'est la porte vers l'accès à son âme, si on peut l'appeler comme ça, en tout cas vers l'essence de qui on est. Et du coup, oui, je travaille ainsi. Et je pense que c'est un bon début de présentation. Super, je trouve que c'est chouette parce que tu vois, j'allais te poser la question, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as choisi en fait la pratique corporelle et d'en faire ton métier, tu vois, parce qu'on choisit pas les métiers par hasard, surtout si c'est des vocations, c'est des choses qu'on aime faire. Donc, tu as un peu répondu. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Je peux ajouter que je suis tombée dedans par hasard, en fait, au final, parce que moi, à ce moment-là, dans ma vie, j'étais serveuse dans un café. Et c'était un café qui était dans la même rue qu'un centre Pilates, en fait. Et la nana qui tenait ce centre de Pilates venait boire son café fraîchement torréfié tous les jours dans le coin où j'étais serveuse, du coup, là où j'étais serveuse. Et à force de la voir tous les matins, du coup, forcément, on a discuté. Et je suis venue dans son centre et c'est comme ça que j'ai découvert la pratique du corps, que je me suis rendu compte que ça me faisait du bien pour moi et qu'ensuite elle m'a dit je lance une formation et elle m'avait proposé de pouvoir la payer seulement, de venir un peu comme une touriste en fait, donc de payer au mois exceptionnellement, donc ce qui était une grosse fleur parce que du coup elle m'aimait bien, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis en fait, je suis restée un mois. Au début, je m'étais dit que je ne resterais qu'un mois. Et puis ça me faisait du bien. Donc je suis restée 2, je suis restée 3. Puis au final, j'ai fait les 2 ans. Puis après les 2 ans, j'ai passé un autre diplôme d'animatrice sportive. Et puis du coup, je suis restée dedans. Et tout ça parce que finalement, ça me soignait moi avant tout.
Et, euh, et puis voilà, là, du coup, je suis dans une phase où je me rends compte de plus en plus que je me suis assez soignée et qu'il est temps un peu de, de proposer l'accès à cette pratique aux autres, d'où les ateliers, etc. Voilà, fin de l'intervention. Ouais, mais c'est génial parce que c'est vrai que quand on va pas bien, on cherche un petit peu des voies de sortie, des voies d'issue. Et bon, ça a été le cas pour moi aussi, mais moi, c'est pas le corps que je suis venue chercher, c'est pas le corps qui m'a aidée. Et donc toi, c'est vraiment cette voie-là qui t'a permis d'aller mieux, en tout cas. Donc voilà, comme quoi, ce qui nous bloque à un moment donné, ben peut nous ouvrir vers des voies d'épanouissement, des voies de passage et nous aider à nous trouver en fait. Donc c'est ça qui est chouette. Donc tu pratiques le pilote, mais tu as dit aussi que tu as fait des études de prof, c'est ça, de En professeur? fait, c'était alors ça s'appelle un CQP, donc certificat de qualification professionnelle, je crois, en tant qu'animatrice sportive. Donc dedans, en fait, on t'apprend c'est plus pour t'apprendre à tenir un cours, quelles sont les normes de sécurité, aussi les bases anatomiques pour, par exemple, ne pas faire des exercices de cardio à quelqu'un qui est cardiaque ou comment le gérer. Donc, c'est vraiment des bases sur là-dessus. Et, euh, oui, du coup, pendant ce diplôme, j'ai pu quand même tester d'autres choses comme le step. Je me souviens que j'ai fait pas mal de steps et que c'était vachement fun. Euh, le LIA, qui est un peu la même chose. Après, à titre personnel, je pratique un peu de yoga, mais chez moi, ça ressemble plus à du stretching, puisque j'ai l'impression que le yoga, quand je vois comment ils en parlent en Inde, en tout cas, ça a l'air d'être une grosse pratique, enfin, ça a l'air spirituel avant tout, donc une pratique philosophique. Et je ne sais pas si tout le monde en Occident le pratique réellement comme ça. En tout cas, moi, je fais plus des exercices de stretching avec un peu de méditation en même temps. Et puis sinon, j'aime bien aussi le Qigong. Et là, ce week-end, je me suis formée au massage des organes internes. J'ai fait initiation à la fasciathérapie. Et que c'était encore un autre versant du corps. Et c'était vachement chouette. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question vraiment. Oui, si, génial, parfait. Et donc du coup, pour toi, quelle est l'importance du corps justement dans le thème de la connaissance de soi, on va dire? Tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus? En fait, à chaque fois qu'on retourne à l'intérieur de soi et qu'on respire et qu'on rentre en contact avec son corps, les lieux qui nous font le plus souffrir dans le corps sont des gros nœuds émotionnels. Et je sais que ça peut faire cliché, New Age, etc. Sauf que moi, je le transmets, c'est mon vécu. À chaque fois que j'ai mal quelque part et que je vais respirer dedans, il y a toujours une émotion qui remonte. Ça peut être ne serait-ce que la douleur. La douleur est une émotion. La douleur est une information, en tout cas, à faire remonter. Je pense notamment à quand j'ai des crampes menstruelles, par exemple. Elles sont très douloureuses chez moi. Quand je m'autorise à aller, plutôt que d'essayer de tenir, on serre tout et on serre les dents et on se dit qu'il faut faire sa journée, etc., se poser, respirer et lâcher un bon coup et pleurer, lâcher juste les larmes et autoriser la souffrance à remonter et se laisser réellement traverser par elle plutôt que d'essayer de la contrôler et de tout serrer, eh ben, c'est déjà un pas vers la libération émotionnelle et la libération du point du corps qui est tendu. Et oui, après, dans mon vécu à moi, Euh, en même temps que je me formais au Pilates, en fait, j'ai fait des séances d'éthiothérapie et c'est pas très connu. C'est quelque chose qui allie justement le corps et la thérapie émotionnelle. Et ça se passe comment? En fait, on est allongé comme sur une table de massage, voilà. Et il y a le thérapeute qui vous prend votre pouls et en fonction de comment le pouls réagit, on sait si le corps est d'accord ou pas avec ce que vous dites. En gros. Et ça permet d'arriver à des vérités qui sont parfois très étranges, parce que le corps va dire quelque chose et vous dites l'inverse. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé beaucoup de fois en séance. Et à force d'aller à ces séances, au début, j'étais un peu perdue parce que je ne comprenais pas pourquoi mon corps disait oui à quelque chose alors que je disais non.
Donc c'était très perturbant. Je me disais que forcément mon corps avait tort. Il y avait un espèce de conflit comme ça. Et puis petit à petit, j'ai pu apprendre à me mettre à l'écoute réelle de mon corps, à écouter réellement mon ressenti et à aller vraiment sentir des choses très fines émotionnellement dans le corps qui s'apparentent, on pourrait dire, des vibrations, parce que on est dans un champ plutôt électromagnétique quand on est dans ces cas-là. Euh, mais, euh, mais qui sont tout simplement des émotions qui remontent et à qui on laisse leur place. Donc oui, pour moi, le corps, c'est, comme je disais, la porte principale vers tout. Et c'est la base. Pour moi, on ne peut pas traiter l'aspect émotionnel. Je suis allée voir des psys bien plus tardivement parce que mon problème, un de mes problèmes, c'était que je pensais trop et que je réussissais fortement à surpenser certains problèmes, certains traumas, etc. Mais jamais j'allais à la cause de l'émotion qui était bloquée. Et pour arriver à ce point-là clé, il a fallu que je passe par le corps. Génial. Et tu sais, ce que tu dis là, moi, je le comprends actuellement, alors que j'ai fait tout un parcours qui, moi, est passé par l'esprit. Et ça me fait penser, tu sais, quand tu parlais de le corps, du corps te dit une chose et ton esprit te dit une autre. Ça me fait penser, moi, j'ai appris ça dans mes cours de coaching. Tu vois, le test musculaire, je sais pas si tu connais. C'est en euh, donc le test musculaire, en fait, c'est tu poses une question et tu tiens le corps de la personne. Alors tu peux le faire sur toi. Tu tiens le corps de la personne et en fait, si le corps résiste, c'est que c'est oui. Si le corps lâche, parce que le muscle lâche, c'est que c'est non la réponse, tu vois. Et c'est flagrant comme ça peut te donner des indications en fait sur des décisions à prendre. Donc moi je le fais sur moi, tu vois, je mets les deux doigts comme ça et tu vois je me dis est-ce que ça c'est bon pour moi. Si ça lâche, c'est que c'est pas bon et si ça reste, c'est que c'est bon, tu vois. Et ça c'est vraiment une petite astuce que j'aime beaucoup avoir et c'est là où tu dis toute l'importance du corps parce que pour moi le corps il ne ment jamais tandis que l'esprit lui peut te mentir mais le corps ne ment jamais. C'est ça qui est vraiment très important pour moi à dire par rapport à cet épisode de podcast, outre tout ce que tu viens de dire. Et en plus, alors j'ai le plaisir d'inviter une autre intervenante qui va intervenir dans les prochaines semaines sur ce podcast. On va parler également du corps et t'en as un petit peu parlé. Tu vois, des vibrations dans le corps. Et elle a créé toute une méthode qui s'appelle la méthode vibration et où elle permet en fait aux personnes de libérer leur mémoire, de libérer leurs blessures par le corps. Et voilà, et donc ça va être chouette aussi d'aborder cet aspect-là un petit peu plus énergétique, vibratoire. Donc, euh, donc c'est chouette. Et donc on parlait un petit peu du rapport entre le corps et l'esprit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que tu vois, je veux dire, dans le monde de la spiritualité, on a souvent rejeté le corps. Que ce soit dans les religions, tu sais, dans la religion encore chrétienne, on dit le corps est impur, etc. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport au corps, au lien du corps et de l'esprit? Alors là, comme ça, en fait, ce qui me vient, c'est que ça me fait rire le côté le corps est impur, parce que j'ai l'impression que ça renvoie surtout au fait que les gens sont extrêmement inconfortables avec leur mortalité, avec le fait que ben, on est tous paumés sur cette terre, et il n'y a pas de sens à cette vie vraiment, et on est bien emmerdés. Et, euh, et on aimerait bien être différent de ce qu'on est, mais on est juste nous, limités, mortels, avec nos imperfections, avec notre corps qui va avoir mal au dos, les genoux qui vont se bloquer, ceci, cela, avec nos impulsions sexuelles, avec nos pulsions aussi de bouffe et qu'il faut apprendre à maîtriser pour éviter de finir malade, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Enfin, voilà, c'est le... Ouais, là comme ça, le lien entre le corps et l'esprit, il n'y a pas grand-chose qui me vient, mais le corps est impur, ça me fait rebondir parce que il n'y a pas de plus grand enseignant que le corps, en fait. D'ailleurs, tout à l'heure, tu disais que le corps ne peut pas mentir. Je tombais sur une citation l'autre jour en lisant un bouquin qui disait « Le corps est l'inconscient ».
Et j'ai trouvé cette phrase extrêmement importante et elle m'a marquée. Le corps et l'inconscient. L'inconscient, c'est le corps. Les deux sont extrêmement liés. Et si on doit faire un lien entre le corps et l'esprit, je pense que j'irai sur ça, sur cette citation-là. Je ne sais plus de qui elle est. Mais que entre le nombre d'informations qu'on reçoit, qu'on traite, les décisions qu'on prend, qu'on a l'impression qu'on les prend de manière consciente, et entre ce que le corps traite en permanence. C'est-à-dire que là, je suis dans ma chambre en train de discuter avec toi, je meurs de chaud, donc je sue pour réajuster ma température. Heureusement, il y a le ventilateur qui de temps en temps me fait du bien. Donc il y a les poils qui se hérissent un peu parce qu'il fait frais, donc soudainement ça fait du bien. Et puis il y a les changements de pression qui sont gérés. Donc là, moi j'habite à côté de la mer, mais si on se mettait à monter vers la montagne, les changements de pression seraient réglés aussi. Il y a les changements de pression externes dont je parlais là, mais aussi internes, donc sur les vaisseaux sanguins, sur la pression qui rentre quand on inspire et que les poumons descendent. Il y a un changement de pression à ce moment-là pour que l'air puisse entrer, se faire entrer dans les poumons. Et qu'il y a plein de choses qui se passent en permanence dans le corps, que le corps gère, et que heureusement, on n'a pas à gérer. Et que heureusement, on n'est pas là à devoir penser en permanence à notre cœur et à lui dire comment battre, et à lui dire comment envoyer le sang partout dans toutes les cellules. Et heureusement qu'on n'a pas pensé à tous les processus en permanence de digestion, etc. Donc, ouais, non, le corps est ce qui va gérer, en plus de tout ça, les chocs émotionnels, je pense. En tout cas, c'est mon parcours. Quand il y a une émotion qui va être trop forte à gérer au niveau conscient, à mon sens, dans ce que j'ai vécu, le corps va l'intérioriser. Il va préférer, plutôt que de nous faire voir la réalité qui blesse, la vérité est difficile, quelque chose qu'on n'est pas prêt à vivre. Ça peut être aussi une expérience violente qui laisse en sidération, etc. Tout ça va être logé dans le corps et le corps va le traiter, l'emmagasiner comme une information en plus de tout le reste. Que ce soit voilà, au même titre que la pression, la température, la douleur, etc. Tout ça, ça va aller se magasiner dans le corps. Et si l'information reste bloquée trop longtemps, ensuite, à mon sens, encore une fois, on peut entrer en maladie. Mais on entre en maladie de la même manière qu'on va entrer en guérison plus tard. Et ça, c'est la partie qui donne un peu de l'espoir. C'est que puisque le corps, c'est l'inconscient, et que le processus pathologique vient d'une émotion qui est refoulée et non gérée, le processus de guérison, c'est la même chose. C'est juste réouvrir les portes. Et simplement, il faut être à l'écoute particulière, à cette écoute en tout cas particulière du corps. Et pour laisser remonter, là, il y a des outils comme la méditation, comme le pilates, ou le yoga aussi. Je suis sûre qu'il peut y avoir des remontées émotionnelles en yoga. C'est juste que moi, je l'ai vécu dans le pilates. Il faut laisser faire et ne pas essayer de diriger, ne pas essayer de se dire ah, j'ai mal à tel endroit, il y a une émotion qui est bloquée, je vais me taper dessus, pourquoi ça lâche pas, pourquoi je lâche pas prise, qu'est-ce que je ressens, et à chercher dans le petit moulin le petit vélo qui va pédaler là. Non, faut laisser le corps parler. Il sait et il va s'exprimer puisque c'est son rôle. Faut juste lui rendre sa place. Ouais, c'est vraiment ça. Et tu sais, moi, je vois un petit peu, enfin, il y a peut-être quelques années où je m'étais dit, mais en fait, notre corps, c'est vraiment un super-héros, quoi. Tu sais, c'est le seul qui va jamais chômer, qui va jamais partir en vacances. S'il le fait, c'est qu'on est mort, tu vois. Il travaille tout le temps, en fait, pour nous. Et sans même qu'on s'en aperçoive. Et c'est pour ça que enfin, voilà, j'essaie au maximum de me dire, mon corps, je t'aime parce qu'il travaille pour moi, quoi. Et il chôme pas. Et voilà, et c'est grâce à lui que je peux vivre toutes ces expériences aussi. Et puis, ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Il y a un truc qui m'était venu tout à l'heure, mais voilà, oui, le corps, c'est le temple, en fait. On parle de ça un petit peu plus. Notre corps, c'est le temple de notre âme, en fait. Et c'est vraiment ça, je trouve, ça se relie bien. En tout cas,
avec ça. Ouais, moi, je vois mon corps un petit peu comme un super-héros. Et j'essaie de le remercier tous les jours, tu vois. Parce que je me dis, waouh, si tu fais pas ton job, mais je peux pas vivre tout ça, quoi. Ouais, et ça, on le sent vachement quand on tombe malade. À chaque fois qu'on a le nez pris et qu'on peut plus respirer, on se rend compte d'à quel point c'était vachement bien d'avoir les sinus libres. Quand on a une extinction de voix, on se rend compte que bah, c'était vachement pratique de pouvoir parler. La même chose quand on est constipé ou à l'inverse diarrhéique, on se rend compte de combien c'était cool d'avoir un transit équilibré. Et à chaque fois qu'on a une pathologie, même légère, c'est là où on se rend compte que, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était bien quand ça ne dysfonctionnait pas. Et on le voit jamais. Du coup, je trouve ça trop beau que tu me dises je t'aime tous les jours. Même moi, je le fais pas, tu vois. Je travaille dans le corps, mais non. Euh, et en plus, j'en prends pas spécialement soin non plus, tu vois, avec ce que tu me dis. Je veux dire, je suis la première à manger de la malbouffe et tout. Mais j'adore je suis plus du côté hédoniste et plaisir de la vie, du coup, voilà. Et je trouve ça trop beau ce que tu dis sur c'est un super-héros. Et je lui dis merci, je t'aime tous les jours. C'est trop bien. Ça encourage la machine à fonctionner. Ouais, 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 parce que j'ai la chance, moi, d'avoir toujours eu une bonne santé. Tu vois, j'ai jamais eu des difficultés au niveau de la santé. Je tombais jamais malade et à l'école, ça m'arrangeait pas parce que justement, je voulais tomber malade, tu vois, pour ne pas y aller. Mais voilà, donc je trouve que j'ai un corps hyper résistant et solide. Et voilà, c'est pour ça, des fois, je le remercie pour ça, quoi. Du coup, euh, même si là je te parle du corps et je parle en super-héros, j'ai quand même des difficultés enfin j'ai quand même des difficultés, tu vois, à bien m'ancrer, à bien m'incarner, tu vois, sur cette terre. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire la paix avec son corps quand on l'a si souvent mis de côté, rejeté, tu vois, quand on a du mal avec son corps? Ah, après, ça, c'est chacun qui gère ce qu'il considère être un soin pour son corps. Mais c'est vrai que ne pas le négliger, ça peut être un cadeau de remerciement, en fait. Je suis en train de me dire, toi qui dis à ton corps régulièrement merci, je t'aime pour tout ce que tu fais. Euh, une pensée, c'est bien, mais tu peux te dire que là, aujourd'hui, ça va être un cadeau que tu vas offrir à ton corps d'aller offrir un massage, par exemple. Et après, pour les gens qui ont plutôt des complexes ou qui ont mis de côté leur corps pendant longtemps, j'avoue que, ben, ayant été une grande complexée, j'ai du mal à trouver une réponse toute prête parce que dans mon cas, euh, ben, j'ai un SCOP, ce qu'on appelle un syndrome des ovaires polykystiques. Et du coup, j'ai pas mal de troubles hormonaux qui m'ont créé beaucoup de complexes parce que j'ai eu beaucoup de testostérone quand j'étais ado, donc grosse moustache, plein de pilosité à un moment ou à un âge où on a envie d'être juste une jolie et où on découvre un peu, on apprend à se regarder dans un miroir, ou en tout cas, moi je me souviens que c'est beaucoup passé par le regard des autres avant de passer par le regard du miroir. Du coup, dans mon cas, il y avait harcèlement scolaire et compagnie, donc le regard des autres a été très violent instantanément. Du coup, j'ai appliqué ce regard-là dans mon miroir. Je ne suis pas passée par la phase où je pouvais juste me découvrir et, comment dire, apprendre à me regarder moi pour ce que j'étais. Et puis, je me suis juste détestée spontanément. Et, euh, et du coup, ça a duré pendant des années. Et donc, je n'ai pas de réponse parce que je sais combien le rapport au corps peut être violent, le rapport à soi peut être violent. Ça peut nous emmener très loin. Je mentionnais la dépression tout à l'heure, mais c'est une des facettes. Et pour moi, c'est juste petit à petit, en fait. C'est commencer il faut se prendre là où on est. C'est-à-dire que si on se déteste complètement, qu'est-ce qui fonctionne en ce moment dans notre corps, par exemple? Moi, je sais que voilà, je me détestais pour X et mille raisons. Mais j'avais pas de problème aux jambes, par exemple. Je pouvais aller marcher et courir. Du coup, je me rappelais que voilà, j'ai des jambes qui fonctionnent. Donc, c'est un peu la théorie du moins pire. Et au début, c'est un peu un exercice mental. Donc, c'est pas forcément ouf. Mais moi, c'est comme ça que ça a marché pour d'abord déconstruire et casser les pensées.
Et ensuite, en termes de corps réel, une des choses qui m'a réconciliée, tu parlais des massages, ben moi c'est les automassages et me rendre compte plutôt que de rester dans un rapport de torture avec mon corps, que ce soit alimentaire, que ce soit l'épilation ou voilà, la scie, le rasoir, tout ça, ça fait mal. Euh, à rentrer dans l'automassage, je m'étais mise à acheter d'abord de la crème hydratante, mais maintenant je suis passée à des huiles parfumées. Euh, du coup, se faire un petit massage pour soi, sur les jambes, sur les pieds, et apprendre à se toucher, apprendre à se reconnecter à son propre toucher, apprendre à toucher son propre corps. C'est extrêmement important parce que c'est comme ça qu'on se réapproprie ses propres limites, qu'on prend conscience de qui on est et en se touchant, on se réhabitue au contact et on se rend compte qu'un contact peut être appréciable. Et c'est la première réparation via le toucher, la peau, euh, pour après réparer le contact avec l'autre, le contact avec soi d'abord. Voilà. Ce serait ça un peu. D'abord déconstruire les pensées et puis se toucher et se masser. Oui, mais j'aime bien cette idée d'automassage parce que moi c'est là où j'ai le plus de mal, tu vois. Pratique corporelle, etc. Faire du yoga, c'est pas la même chose. Mais là où j'ai le plus de mal, c'est avec tout ce qui est toucher son corps et tout ça. Et c'est vrai que voilà, ça c'est un peu plus compliqué, Alors que c'est ton corps, tu vois, il va mais pas te mordre, il t'appartient, touche-le, embrasse-le. ouais. Il va rien te faire. C'est ça. Mais c'est autant important que de faire du sport ou faire du pilates comme toi tu fais, du yoga, c'est autant important finalement d'avoir ce rapport-là. Ah, je dirais même que ça commence d'abord par le rapport, parce que si tu vas faire du sport en détestant ton corps, que tu veux faire du pilate pour faire te sculpter des abdos, des fesses, mais après c'est légitime, tu as juste envie d'être en forme, ok. Mais si c'est depuis je me déteste, je vais faire disparaître la graisse et je vais bouger le gros tas que je suis, même si tu tiens sur la longueur, mettons que tu as une forte motivation parce que tu te détestes vraiment, l'information que tu envoies à ton corps quand tu fais ton sport, c'est je suis détestable. Ça ne va pas du tout, c'est pas du tout bon, ni pour toi, ni pour ton équilibre. Je vois très mal, je vois très mal ce que ça peut apporter de bénéfique à ce moment-là, quoi. Pour moi, c'est important oui, c'est important de faire du sport. Et encore, j'en fais pas autant que ce que je devrais. Pourtant, je suis prof, mais j'en fais pas autant que ce que je devrais. Mais pour moi, avant tout, c'est d'abord s'honorer, quoi, et se respecter. Se réapproprier son corps, ses marques, ses limites, son amour de soi, se rendre compte qu'on est en sécurité avec soi-même, euh, que le corps est un allié. Et à partir de là, voir quelle pratique nous inspire. Est-ce que on préfère aller nager à la piscine, à la rivière, ou faire du vélo, ou est-ce que ça nous saoule tout ça et on préfère juste marcher dans la rue et faire du lèche-vitrine, mais marcher? Alors voilà, peu importe. Se mettre en mouvement, c'est respecter le, la nature du corps, sa vraie nature. Et, et après, la mise en mouvement va dépendre de chacun. Il faut commencer par d'abord s'aimer soi, pas de manière narcissique, je m'entends. Mhm. Oui, puis s'aimer ça n'a rien de narcissique, hein. C'est vraiment plutôt altruiste parce que c'est à partir du moment que tu t'aimes, tu peux offrir aux autres finalement. C'est parce qu'on nous a appris tout le contraire, mais voilà. Donc du coup, j'ai pensé à ça tout à l'heure, mais tu vois, je me dis, on est quand même éduqué à faire travailler notre esprit, en tout cas ici en Occident, à faire travailler notre esprit plutôt que notre corps, parce qu'il suffit de regarder notre éducation, notre scolarité, donc on est plus souvent assis que dehors. Les enfants ont besoin beaucoup de bouger, donc il y a vraiment quelque chose là-dedans. Et je pensais, tu vois, aux enfants il y a de plus en plus d'écoles alternatives qui ouvrent, tu vois. Et je pensais à ces enfants-là. Je me dis comment est-ce que ils pourraient intégrer une routine corporelle, tu vois, dans leur. Admettons, il y a une toute nouvelle école qui ouvre, qui est basée sur les besoins de l'enfant. Comment est-ce qu'on pourrait intégrer une routine corporelle pour les enfants? Euh,
je sais pas, tu vois, faire peut-être des sessions de pilates ou Je sais pas, en fait, je sais pas parce que bon, déjà, c'est pas, j'ai jamais travaillé avec les enfants, donc c'est pas mon rayon du tout. Et en plus, je suis pas éducatrice ou quoi, donc je me sens pas apte, je me sens pas les compétences de répondre à la question. Mais là, quand même, spontanément, ce qui me vient, c'est mais la routine corporelle. Mais un gosse, il est dans son corps en permanence. Il n'y a pas besoin de lui impliquer une routine. C'est nous qui sommes complètement déconnectés et à côté de la plaque avec notre rythme on doit bosser, on reste assis dans le PC et tout. C'est nous qui avons peu d'énergie. Les gamins, tu les laisses libres, ils font que jouer toute la journée. Ça bouge tout le temps, un gamin. Donc avoir une routine corporelle, je vois pas. Alors, ça aurait certainement un intérêt si on essaye de leur inculquer, par exemple, la méditation, enfin, voilà, leur apprendre la gestion des émotions via le corps. Il y aurait forcément quelque chose à faire de ce côté-là. Par contre, la routine corporelle pour apprendre à des enfants que le corps c'est important. Voilà, spontanément, ce qui me vient, c'est mais arrêtez déjà de les coller 8 heures par jour assis devant un tableau, foutez-leur la paix. Vous allez voir que la routine corporelle, ils vont la trouver tout seuls. Hein. La cour de récré, c'est le chaos, et c'est le chaos parce que ils ont que 30 minutes, les pauvres, pour se défouler, quoi. Donc forcément, ça y va à fond, mais sinon, ils jouent toute la journée. Donc ouais, c'est la seule réponse qui me vient, c'est la routine corporelle pour les enfants, il n'y a pas besoin, c'est leur état naturel d'être dans le corps. Ils sont toujours émerveilleux de tout, ils sont extrêmement dans le temps présent, et c'est nous qui, en vieillissant, comme tu dis, la société fait qu'elle ne nous encourage pas dans ce sens-là. Après, il y a aussi un truc qui se passe en termes de physiologie, de croissance, etc., où on entre dans un autre chronotype que dans l'enfance. Donc, c'est un peu différent. Mais non, il n'y a pas besoin de leur inculquer une routine, à mon sens. Juste les laisser, quoi. ouais, ils ont pas besoin parce que ils sont connectés à eux-mêmes et qu'ils sont pas encore formatés comme nous. Et mais du coup, comment est-ce que tu vois, c'est peut-être le mot routine corporelle qui coince un peu là-dedans, mais par exemple, tu vois, si on décide de faire l'école à la maison, comment aider les enfants à apprendre à apprendre l'importance du corps, tu vois parce ils en ont peut-être pas conscience, ça vient peut-être naturellement, mais comment leur expliquer que le corps a son importance en fait Ah, je t'avoue, là, je sèche aussi, hein, parce que pour moi, ça voudrait dire forcément vulgariser, partir sur de la découverte, j'imagine, anatomique, mais avec je me souviens d'un bouquin quand j'étais petite là, que j'avais, ça s'appelait L'imagerie du corps humain. S'il y en a d'autres qui l'ont eu aussi, il y avait plein d'imageries de tout type. Et c'était vachement cool. Moi, ça m'avait beaucoup aidé quand j'étais gamine. Ça m'avait fasciné un peu ce truc. Et que ça fait partie des outils qui existent déjà et qu'on peut transmettre aux enfants pour qu'ils apprennent à connaître leur corps et à respecter leur rythme. Après, en soi, je pense que quand tu me parles d'école à la maison, moi, là, ce qui me vient, c'est quand on enseigne par un modèle, entre guillemets. C'est-à-dire que l'enfant va imiter ce qu'il voit. Donc, comment lui transmettre l'importance du corps si on est coincé sur son fauteuil, c'est compliqué. Et moi, bon, après, pour les auditeurs, je n'ai pas d'enfant. Donc, tout ce dont je parle n'est que spéculation de ma part. Hein. J'ai des neveux, mais j'ai pas d'enfant à moi. Et, et du coup, oui, comment transmettre cette importance du corps si toi, tu es coincé dans ton fauteuil, si toi, tu ne sors pas déjà, si pour toi, les sorties, c'est un truc exceptionnel qu'il faut bien faire parce que voilà, on est resté enfermé et une fois de temps en temps, ça fait du bien. Alors que normalement, il faudrait qu'on soit à l'inverse. Hein. Le corps est fait pour être en mouvement. Le corps a énormément d'énergie quand il est en bonne santé. Il en déborde même, c'est assez intenable. Donc, c'est, on est fait pour être actif avec des moments de repos. Et la société est construite à l'envers. C'est le piège du confort. Ça va être pour le moment un peu anticapitaliste, mais on s'est fait avoir par le luxe, le confort, le fait de, c'est vachement bien de poser son cul et de rien faire et de partir dans le cerveau. Ouais, qu'est-ce que c'est confortable, quoi. Alors que normalement, on devrait être foutu à l'envers. Plus à être dans un corps actif avec quelques moments de réflexion et de liberté pour le cerveau. Bref, pour en revenir aux enfants, je ne sais pas. En somme, voilà ma réponse. J'ai donné quelques pistes, mais je ne sais pas.
Ben écoute, ouais, t'as donné quelques pistes, c'est bien, je trouve. Et puis, ça me fait penser à quelque chose que j'avais entendu un jour, tu vois, que l'humain est fait pour être nomade, mais pas sédentaire, tu vois. Et que à la base, il est fait pour se déplacer, pour changer de lieu, pour ouais, pour pas rester dans un lieu fixe et statique. Et donc ça me fait rappeler à ça, et ça me fait rappeler aussi un documentaire que j'avais vu, tu vois, qui a rien à voir avec le corps, mais tu vois, qui parlait de myopie. Et ils en étaient arrivés à la conclusion, en fait, que les enfants qui devenaient myopes, c'est parce qu'ils étaient trop à l'intérieur et qu'ils n'étaient pas à l'extérieur en train de jouer, etc. Et moi, ça m'avait fait l'effet du bon. Je dis ah oui, ok, donc c'est vraiment lié parce qu'on nous enferme dans des boîtes, etc. Et que si on jouerait bah, je sais pas, la majorité de notre temps à l'extérieur et qu'on serait là en train de découvrir. Et ce qui me vient aussi, c'est la découverte aussi un peu de la nature. Ça aussi, ça peut aider les enfants en fait, être à l'extérieur, en compagnie de la nature, la découverte, c'est des arbres, des plantes, des animaux, etc. Ça, c'est, pour moi, ça peut être une bonne piste Complètement. aussi. Bah, par rapport à ce que tu disais sur la myopie, moi j'étais tombée sur une étude alors, qui étudiait la myopie d'un point de vue sociologique. Et il s'était rendu compte que la myopie se développait en particulier dans les professions intellectuelles chez les universitaires. Et qu'il y avait genre, je sais plus, 2% de cas, même moins, parmi les agriculteurs qui passent leur temps à être dehors, etc. Alors que plus on monte dans les professions en fait, sociales, on va dire, euh, tout ce qui est cadre, enseignant, etc., les cas de myopie explosaient jusqu'à 60% de myopes, alors que plus on descend, entre guillemets, vraiment avec des gros guillemets, dans l'échelle sociale avec ce qu'on considère comme pas bien, donc tous les métiers manuels, et là, les cas de myopie diminuaient, et jusqu'à, comme je disais, les agriculteurs qui passent leur temps à regarder l'horizon, qui ont l'espace dégagé, qui du coup n'ont pas ce problème de mise au point. Donc oui, complètement. Et après, tu es parti sur un truc sur les enfants, mais ah oui, dans la nature. Ouais, j'ai rien à rajouter, je suis d'accord. Ouais, c'est vraiment ça, mais c'est dingue parce que là, ça me fait vraiment rendre compte. Tu sais, moi, j'ai travaillé dans la construction, tout ça, et tous les gens qui travaillaient à l'extérieur, etc. Il y avait aucun qui portait des lunettes quasi, alors que nous, on était dans les bureaux, on était tous, tu sais, on les appelle les intellos à lunettes. C'est pas pour rien en fait, finalement. Bah, du coup, bah, merci pour ton retour. Bah, on arrive tout doucement à la fin. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour clôturer cet épisode sur le thème du corps? Hmm, un mot de la fin. Bah, ralentissez, écoutez-vous, foutez-vous la paix, euh, soyez présent à vos émotions avant tout, que ce soit les émotions ou par le corps. Pour moi, les deux sont liés, c'est la même chose. Et tout à l'heure, on a fait le distinguo entre un peu, on a parlé un peu vibration, etc. En fait, tout ça pour moi, c'est la même chose. Et que ce soit qu'on passe par l'émotion ou par le corps, on en revient toujours aux mêmes vérités et aux mêmes choses qu'on peut débloquer. Donc, ouais, avant toute chose, prendre des temps de calme pour revenir à soi et faites-vous des automassages, vous allez voir, ça va vous faire du bien. En plus, vous aurez la police, après, ce sera formidable. Est-ce que toi, tu donnes des cours d'automassage ou quelque chose comme ça? Pas du tout, mais c'est vrai que je pourrais. Mais tu vois, j'y avais jamais pensé. Ah bah, c'est chouette, ça peut. Bah, si tu, en tout cas, je placerai un petit peu dans le descriptif de l'épisode bah, ton terrain où on peut te retrouver sur tes réseaux, ton site internet, ce que tu proposes. Donc, tu proposes essentiellement des cours de pilates et d'autres choses? Non, pour l'instant, je suis que cours de pilates à domicile sur Montpellier. C'est uniquement ça que je propose. Et j'ai pas encore de site internet du coup, mais je réfléchis justement. En ce moment, je suis dans une phase où je reconsidère un peu les choses, j'ouvre petit à petit les portes et ça se reconstruit. Qu'est-ce que je peux vous faire d'autre finalement?
Des cours d'automassage. Ouais, voilà, par exemple. Ah oui, c'est vrai ça. Parce que moi, ça m'intéresserait beaucoup, tu sais, parce que, bon, une fois quand on se dit oui, automassage, quand on se retrouve seul avec soi, qu'on sent les résistances, hein, on va trouver, tu sais, c'est à ce moment-là, on va trouver à faire la vaisselle, alors qu'on n'avait pas envie de la faire, mais on va plutôt faire la vaisselle plutôt que d'aller s'automasser, Ouais. quoi, tu vois. Ouais, la résistance est très grande à aller voir les blocages à chaque fois, effectivement. Mais oui, complètement. Ben écoute, merci en tout cas pour tout ce que tu nous auras apporté dans cet épisode. Si les auditeurs ont envie de te retrouver, je mettrai tout ce que tu proposes, là où on peut te retrouver dans le descriptif de l'épisode. Eh ben, merci à toi, vraiment beaucoup. Merci et à très bientôt.